Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Si c'est un homme de Primo Levi. Primo Levi est un chimiste italien né en 1919. Il a été déporté dans un camp de concentration en 1944 à 24 ans après avoir été arrêté pour avoir fait partie d'un groupe de résistance contre les fascistes en Italie. Donc il ressort des camps de concentration un an plus tard en 1945 et il souhaite raconter son histoire malgré qu'il ne soit pas un écrivain de formation pour que tout le monde comprenne et que personne n'oublie ce qui s'est passé dans ces camps de concentration-là et aussi pour se rappeler de tous ceux qui ont malheureusement perdu leur vie pendant la Shoah et qui n'ont pas pu eux-mêmes témoigner et raconter leur histoire. Donc il fait ça pour eux aussi. Si son roman Si c'est un homme fut un des premiers romans de témoignage de la Deuxième Guerre mondiale qui a été publié. C'est une toute petite maison d'édition italienne qui a décidé de le publier au départ. Et au début, ce livre-là n'a pas connu un grand succès. C'est vraiment que plus tard qu'il fut mondialement reconnu et même traduit dans plusieurs langues différentes. Donc, suite à la publication de son premier roman, il en publiera d'autres, comme La Trêve en 1968, qui est la suite de Si c'est un homme. Même si ça a été écrit beaucoup plus tard, il relate les événements qui se sont passés tout de suite après sa libération du camp de concentration et comment il a réussi à revenir en Italie voir sa famille. Et il a aussi écrit Les naufragés et les rescapés en 1986. Malheureusement, il décède l'année suivante, en 1987. Dans son roman Si c'est un homme, Primo Levi raconte sa déportation vers Auschwitz et sa survie au camp. Dans le fond, c'est ça le roman, c'est son témoignage. Il s'intéresse particulièrement au fonctionnement du camp dans son récit. Il expose l'économie illégale du camp où voler et prendre avantage des plus faibles et des plus naïfs était tout à fait normal et même nécessaire pour rester en vie le plus longtemps possible. Donc, il expose ce marché de contrebande-là qui se développe où on essaie de voler le plus de choses possible, que ce soit un balai ou des souliers. Et ensuite, on allait les revendre, que ce soit un balai ou des souliers. Et ensuite, on va les revendre à d'autres détenus pour essayer d'avoir une ration de pain de plus ou sinon un fond de soupe de plus. Il parle également beaucoup des relations entre les détenus, où toutes les langues et les nationalités se mélangent à l'intérieur du camp et où souvent le seul point en commun que les détenus ont, c'est qu'ils sont juifs. Et de plus, il parle des relations d'amitié et de confiance qui se développent dans ce camp-là. Donc, malgré que ce soit un environnement où c'est du chacun pour soi, où tout le monde doit être très égoïste pour se souvenir, il y a tout de même quelques relations d'amitié et amicales qui se développent, sûrement parce que il y a quand même des relations d'amitié et des relations amicales qui se développent parce que tout le monde vit la même chose et tout le monde, en fait, savent c'est quoi l'horreur des camps et ils le vivent ensemble. Il parle également de la hiérarchie à travers le camp. Donc, il n'y a pas juste des juifs dans ces camps-là, il y a aussi des prisonniers politiques, il y a des criminels, il y a des étrangers comme, mettons, des gens de la résistance française, il y a aussi des homosexuels. Et aussi, il y a les Juifs, mais les Juifs sont au tout dernier échelon de cette hiérarchie-là. Ils sont les moins bien traités, dans le fond, par rapport aux autres. Il parle également de la routine au camp et de son fonctionnement. Par exemple, comment le changement de vêtements se fait environ à chaque saison. Aussi, il parle des choses aussi banales que la distribution de la soupe et comment avoir la meilleure place dans la ligne d'attente était décisif pour comment on allait avoir faim cette journée-là. Il parle aussi des fameuses sélections où les Juifs étaient désignés, où les Juifs étaient choisis selon s'ils étaient bons pour travailler ou non. S'ils n'étaient pas bons pour travailler, ils se faisaient malheureusement tuer. Il parle aussi de ses coups de chance qui ont assuré sa survie. En effet, il a pu intégrer le commando de chimie, où il n'y avait pas besoin de faire un travail aussi forçant physiquement que la plupart des autres détenus. Donc, il n'y avait pas à lever des grosses briques et à aller dehors, à se tuer au travail. Donc, il pouvait rester assis toute la journée à travailler sur du caoutchouc et à se protéger du froid de l'hiver. Il y avait aussi la chance de voler beaucoup de choses dans le laboratoire pour ensuite les revendre et essayer d'avoir un peu plus de nourriture que la normale. Aussi, il est tombé malade lorsque les Russes approchaient beaucoup du camp. Donc, il est resté au camp au lieu de se faire transférer dans un autre camp de concentration, comme on a vu dans La Nuit d'Elie Wiesel. Donc, lui, il est resté au camp pour une dizaine de jours à survivre à l'infirmerie avant que les Russes atteignent le camp et procèdent à sa libération. Donc, il a été très chanceux et c'est vraiment ces coups de chance-là qui l'ont permis de survivre
au camp. Il rappelle aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été moins chanceuses que lui et qui sont morts anonymement dans ce gros massacre juif-là. C'est un roman particulier parce que c'est l'histoire qu'a vécu l'auteur lui-même. Donc, c'est un témoignage autobiographique sur son expérience dans les camps de concentration. Une des grandes particularités du roman est que Primo Levi est très analytique de temps. On voit facilement son côté scientifique et logique ressortir. Donc, on pourrait un peu croire qu'il fait un autre rapport de laboratoire plutôt qu'écrire un roman parfois. Il parle très peu de ses émotions et de ce qu'il a ressenti lorsqu'il est dans le camp. Également, il n'utilise pas un vocabulaire très littéraire, donc qui serait rempli de figures de style ou de longues descriptions pour mettre en contexte. Donc, il va droit au but et il mentionne que ce qui est important à mentionner. On se rend donc compte que c'est pas un écrivain de profession qui écrit ce livre-là, mais bien un homme normal qui tente de raconter son histoire comme il l'a vécu, avec sa propre vision des choses. Dans ce cas-ci, c'est une vision très scientifique et analytique, mais c'est seulement lui avec une vérité qui a vécu non embellie. Malgré que Primo Levi soit juif lui-même, il ne fait pas beaucoup mention de la culture juive à travers son roman. Peut-être parce qu'il était plus ou moins croyant ou plus ou moins pratiquant, mais j'ai quand même toutefois pu relever quelques passages où des éléments juifs sont décrits et où c'était plus pertinent qu'à d'autres endroits. Donc, au début du roman, il mentionne les rites funéraires juifs, comme on l'a vu dans les exposés oraux de culture juive. Donc, il mentionne à l'image des cierges et les prières. Voici la citation qui le prouve. Donc, alors, elles se déchaussèrent et dénouèrent leurs cheveux. Elles disposèrent sur le sol les cierges funéraires, les allumèrent selon le rite des ancêtres et s'assirent en rond par terre pour les lamentations. Et toute la nuit, elles prièrent et pleurèrent. Donc, on voit ici que Primo Levi connaît les rites, mais il n'y participe pas, il ne mentionne pas lui-même sa foi. Mais on voit que c'est important pour d'autres juifs, même dans un contexte de camp de concentration, de pratiquer ces rites-là et de ne pas se soumettre à la déshumanisation et à l'antisémitisme qui règne dans les camps. Donc, il y a aussi Primo Levi qui mentionne souvent le yiddish, qui est la langue de beaucoup de juifs. Il dit que c'est la langue la plus parlée au camp avec le hongrois, puisqu'à la toute fin, il y a un très gros convoi qui vient d'Hongrie. Voici la citation qu'il mentionne. Les Allemands les appellent deux mains gauches et même les Juifs polonais les méprisent parce qu'ils ne savent pas parler yiddish. Donc on voit ici que même dans un camp de concentration, la langue yiddish pour les Juifs est très importante et que ne pas le parler semble vraiment pas possible pour un Juif. Et c'est vraiment la façon la plus facile qu'ils ont trouvé de communiquer entre eux, entre les différentes nationalités juives. Il mentionne également un rabbin avec qui il a fait connaissance dans le camp pendant son emprisonnement. C'était un rabbin spécialiste de la Torah. Donc voici la citation. « Avec lui, je n'arrive pas à communiquer car nous n'avons aucune langue en commun. Mais ses camarades m'ont dit que c'était un rabbin et même un mélamide, un connaisseur de la Torah. » Donc, on voit ici que c'est important encore pour certains juifs dans le camp d'avoir la foi et de garder leur titre religieux comme rabbin ou mélamède. Donc, en effet, on voit que certains sont encore très croyants de Dieu et de leur religion. Donc, ces quelques petits éléments juifs dispersés à travers le roman peuvent nous rappeler que la Shoah était entièrement dirigée vers les Juifs. C'était un génocide grave et un acte complètement antisémite qui a vraiment troublé une génération complète. En conclusion, je recommande beaucoup ce roman parce que c'est un récit bref qui va droit au but et qui relate le point de vue d'un homme très analytique. Donc, c'est très peu littéraire, surtout les gens qui aiment moins les récits plus enjolivés. C'est vraiment un bon récit, facile à comprendre et qui témoigne vraiment des vérités du camp sous un point de vue très analytique, peu sentimental, donc qui dramatise pas plus qu'il le faut. Et surtout en temps de confinement, ça peut vraiment nous donner quelque chose à faire de lire ce roman-là.